Du coup, maintenant, si vous le voulez bien et vous êtes toujours motivé, on a une deuxième session avec le terre-chanvre proposé par Théo. Ok, eh bien, heureux, tout le monde, et merci de me laisser la main. Donc effectivement, on a vu le chauffeur avec Xavier, et je le remercie pour sa belle présentation. Donc je vais essayer de vous parler de la solution, donc Terre Chambre. Donc je vais vous parler un peu du principe et de la démarche qu'on a eue dans nos recherches, et j'essaie de vous présenter à la fois rapidement donc les résultats en termes de performance hydrothermique, mécanique, et quelques exemples de réalisation. Comme je le disais en tout début de cette conférence, donc en fait j'ai terminé en novembre dernier une thèse sur le sujet, sur le terre-chanvre, et donc je vais essayer de vous présenter vraiment donc les démarches qu'on a eues dans le projet de recherche et dans les recherches que j'ai pu faire. Donc pour commencer, on a considéré en fait simplement que le chaud-chanvre, comme vous avez pu le constater, est euh, porteur d'une certaine expérience, puisque c'est un mélange et deux matériaux qui sont utilisés depuis au moins les années 90 et donc ont été sujets de nombreuses études scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, donc même avec la manière dont l'a présenté Xavier, on a toujours un certain impact environnemental de la chaux. Et donc dans notre cas, ce qu'on a cherché à faire, c'est simplement de remplacer la chaux par un autre lien, par la terre, donc un autre lien moins impactant. Pourquoi la terre? Parce que d'une part, c'est un matériau réversible, donc je vous parlerai de ce critère-là plus tard. Ça nous permet de diviser encore l'impact carbone de notre matériau par 5 et son énergie grise par 20. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand on veut utiliser la terre avec une démarche, on va dire vraiment cohérente, complète, on va chercher bien évidemment à utiliser des matériaux locaux, donc non on peut transformer, donc, de la terre brute et la plus locale possible. Et ce que ça veut dire, c'est que ça induit de la variabilité, puisque dans un champ, enfin, dans n'importe quel terrain, une terre à 100, 200 km, 200 mètres d'écart, elle va pouvoir être différente. Donc la problématique vraiment de la thèse, donc du projet de recherche, c'est de prendre en compte l'effet de cette variabilité sur les performances de mon isolant terre-chanvre derrière. Donc comme je vous le disais, la thèse a été réalisée dans un projet de recherche plus global qu'on peut résumer comme ça. Donc c'est l'étude des performances du terre allégé. Donc ça peut être chanvre, ça peut être d'autres matériaux biosourcés, en intégrant donc la variabilité des constituants issus de filières locales et des différentes mises en œuvre, avec un focus particulier donc, dans mon cas sur le terre-chanvre et une recherche participative. Donc qu'est-ce que j'entends par recherche participative? C'est simplement que vu qu'on souhaite utiliser des matériaux les plus locaux possibles, on va chercher en fait à développer euh, d'un sens une économie locale et une distribution en circuit court de nos matériaux pour minimiser évidemment les coûts environnementaux de transport et les coûts économiques. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si on veut développer l'économie et la distribution en local, il faut prendre en compte les problématiques concrètes de ces acteurs locaux. Donc en fait, on a cherché, en faisant de la recherche participative, à inclure des acteurs de cette économie locale, donc des producteurs de chanvre, des artisans et, voilà, et les producteurs de terre, dans notre démarche de recherche. Donc ils ont eu une intervention dans le projet de recherche à différents moments de celui-ci. Donc je vais essayer d'abord de vous présenter quelques notions sur l'utilité de la Terre. Et donc la première ici, c'est le fait que quand on utilise de la Terre, on a une paroi, un matériau dans lequel on a de l'eau qui est naturellement présente pour simplement maintenir les particules de terre entre elles. Il faut savoir qu'un mur en terre ne sera jamais totalement sec, il y aura toujours une très fine quantité d'eau dedans. Et en fait, l'eau est un matériau à changement de phase. Donc en fait, le petit graphique que je vous ai mis ici, c'est pour vous présenter le fait que la présence d'eau dans les murs, et notamment dans la terre,
permet d'avoir une sorte de climatisation et de chauffage naturel. Donc on a à gauche des conditions d'été. Donc par exemple, quand on a une température égale à 30 degrés et une humidité plutôt sèche à l'extérieur, on va avoir un flux d'air chaud vers l'intérieur de notre bâtiment. Et donc cette augmentation de la température extérieure va créer ce flux de chaleur et va faire évaporer l'eau naturellement présente dans notre mur. Cette évaporation, en fait, consomme une partie de la chaleur et donc diminue le flux qui va vers l'intérieur de notre bâtiment. Donc, en évaporant l'eau contenue naturellement dans le mur, je crée une sorte de climatisation naturelle puisque je diminue au fur et à mesure le flux de chaleur qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, il se passe quelque chose de plutôt similaire en hiver puisque à droite, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a une diminution de la température extérieure, euh, le froid va faire cette fois-ci condenser l'eau de la vapeur donc en liquide, et cette condensation crée cette fois-ci de la chaleur, ça dégage la chaleur, une réaction exothermique, et donc de cette manière, on va pouvoir garder une température plutôt inchangée à l'intérieur de notre bâtiment. Voilà, donc c'est un phénomène vraiment à garder en tête quand on regarde les matériaux terre et son utilité dans le bâtiment. Donc il y a d'autres avantages à utiliser la terre, mais donc là je vais essayer donc, de garder un peu le fil que j'ai eu dans ma première présentation en vous parlant d'analyse de cycle de vie. Et donc si on regarde la terre, donc lorsqu'on l'extrait, la question ça va être est-ce que c'est une ressource qui est disponible vraiment partout et est-ce qu'elle est toujours convenable pour réaliser du terre chanvre ou de la terre allégée. Donc là, je vous présente à gauche une petite étude qui a été faite par un chercheur donc, qui s'appelle Erwan Amar, donc à l'ISTAR à Nantes, qui est un de mes collègues. Donc il a fait une étude de sensibilité, on va dire, sur la disponibilité de la terre pour faire euh, des bâtiments en bauge. Donc cette fois-ci, la bauge, c'est une autre technique qu'on utilise pour construire en terre, où on vient donc prendre la terre directement du sol, la mélanger avec des longues fibres, donc ça peut être de la paille, ça peut être autre chose, et réaliser directement nos murs en plaçant, donc à l'ancienne ça se faisait à la fourche, donc le mélange sur le mur directement et en montant nos murs comme ça. Donc il y a eu une mécanisation aujourd'hui, on peut faire ça autrement. Et donc, on a François Streff dans l'Assemblée qui pourrait très bien vous en parler. Mais donc là l'idée c'est vraiment de vous dire que quand on regarde la ressource de terre en Bretagne, donc on a pris l'exemple de la Bretagne parce qu'on avait les données, euh, on a identifié en fait une énorme quantité de terre, donc un énorme volume de terre qui est classifié comme convenable pour réaliser de la bauge. Il faut savoir simplement que bah, donc, grâce aux études qu'on a faites, les terres qu'on considère convenables pour de la bauge le sont très bien pour le terre chanvre, et donc on aurait même plus normalement de terre convenable pour le terre chanvre que pour la bauge. Donc si on regarde dans ce petit tableau les importants volumes de terre qu'on peut utiliser pour faire de la bauge, on peut par la suite estimer la ressource de terre déjà utilisée par le patrimoine de Bauge, puisqu'en Bretagne, il y a beaucoup de bâtiments euh, en Bauge, et donc on constate qu'il y a seulement 0,03% de cette ressource qui est utilisée actuellement pour construire ou entretenir les bâtiments. Donc ce qui veut dire que si on prend tout ça en compte, on peut dire qu'on pourrait faire ben voilà, une quantité énorme de logements avec cette technique et en utilisant la terre, en consommant toute la ressource qui est actuellement présente euh, en Bretagne. Et donc si on Et regarde, je si me on permets essaie de aussi travailler sur de, ce... Ouais, parce que justement là, vu que tu présentes la ressource en terre, la ressource en chanvre, c'est vraiment aussi très très intéressant. On a 80 000 tonnes de chanvre produits annuellement, de chènevotte même, je crois. Attendez, bougez pas, j'ai le 80 000 tonnes de chanvre produits en 2016 et là-dessus, donc 45% du poids, c'est de la chènevotte. Et là-dessus, on utilise 50% pour la litière pour les animaux. Et mm, seulement 14% dans le bâtiment aujourd'hui. Et 22% en paillage de jardin. Donc ça, il y a un énorme potentiel tant en terre
qu'en chanvre ou en chêne-botte, bien sûr, ou en laine de chanvre. Ça permet de rajouter, en termes de ressources, on a tout ce qu'il faut. Voilà, merci. Reprends Ouais, tu le. fais bien de préciser ça. C'est vrai que, enfin voilà, je l'avais placé des données sur la Terre et c'est super intéressant de l'avoir aussi sur le champ. On a deux matériaux qui sont très disponibles. Donc, je continue sur mon petit tableau, hein, simplement. Euh, donc j'en étais à dire que il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient faisables en terre, mais donc simplement si on regarde le nombre de logements qui sont construits en une année, donc par exemple en 2013, on voit un certain nombre de logements et donc euh, si on voulait construire chaque année tous les bâtiments neufs en Bauge en utilisant donc la terre convenable, on utiliserait seulement 2,1% de la ressource disponible. Voilà, donc tout ça, ça nous amène à dire que effectivement la ressource est très disponible et qu'il y a une part de marché potentiel pour la terre en général, donc ici la Bauge, mais la terre en général, qui est vraiment importante dans le bâtiment. Mathieu Landois qui nous demande d'où provient la terre identifiée comme utilisable dans la construction dans l'étude. Le but étant d'éviter les carrières de terre. Alors, ouais, on peut répondre à cette question effectivement. Donc là, en fait, ils ont utilisé des cartes de pédologie. En fait, il y a des pédologues qui ont réalisé des cartographies donc assez précises à l'échelle de la Bretagne, moins précises à l'échelle nationale, sur lesquelles on a, en fonction de la profondeur et en fonction donc des surfaces, euh, les caractéristiques géotechniques des terres. Donc on sait en fait, donc il me semble que c'est aux 100 mètres carrés près, euh, combien il y a d'argile dans ma terre, donc combien il y a de limon, combien il y a de sable, à quel point les argiles sont collantes. Donc, enfin, c'est des caractéristiques de terre qui nous permettent de dire, selon les critères expérimentaux qu'on a sur cette technique de Bauge, que les terres, telle ou telle terre est convenable ou pas. Donc ça, on se base vraiment sur des cartographies pour dire ça. Donc ça veut dire non pas qu'on va chercher à utiliser des carrières, mais plutôt à dans la mesure du possible, à chaque fois utiliser des terres locales. Voilà, j'espère que Si je peux ça me répond à la permettre, question. Ouais. ouais. Guillaume de l'ARP, si je peux me permettre pour compléter ça, par rapport aux terres qui sont désignées dans le tableau. Enfin, pour moi, la première partie du tableau, c'est une évaluation de la totalité des terres argileuses compatibles avec la Bauge, mais c'est uniquement pour se rendre compte de la quantité énorme de terre qu'il y a sur le territoire, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt la deuxième partie du tableau, de dire il y a déjà des terres extraites dans différents cadres de différents chantiers de travaux publics ou de bâtiments, et c'est ces terres-là qui l'objectif est de valoriser plutôt que de les mettre en décharge. Et le but n'est pas de faire des carrières pour avoir de la terre pour la construction, c'est d'utiliser la terre déjà extraite. Voilà. Carrément. Enfin, ouais, je voulais pas prendre trop de temps justement sur ce tableau-là, mais effectivement, merci de préciser pour répondre à la question de Mathieu. Quand tu regardes dans le tableau, en fait, simplement les terres extraites lors des chantiers de terrassement, pardon, de construction en général en Bretagne, en général, les terres quand on construit sont mises la plupart du temps en décharge. Et en plus de ça, les terrassiers en fait payent pour mettre cette terre en décharge. Donc là, simplement, ce qu'on dit, c'est que on peut utiliser ces terres directement pour construire l'ensemble des bâtiments, enfin un grand nombre de bâtiments en Bretagne. Donc on a parlé de la ressource, qui est un point vraiment important, donc, côté terre et côté champ, merci François. Et côté fin de vie, j'ai évoqué ça précédemment. Pour les pour les matériaux en général, on va regarder en fait, on va chercher à savoir est-ce qu'ils sont valorisables, recyclables, renouvelables dans certains cas, ou réversibles dans le cas vraiment de la terre. Réversible, ça veut dire que le matériau, étant donné qu'il n'a pas de prise chimique, il n'y a pas de réelle transformation de notre matériau, on peut simplement déconstruire et reconstruire à l'infini, réparer à l'infini nos parois. Voilà, donc c'est une sorte de recyclabilité, mais vraiment à l'infini, à performance équivalente à chaque fois. Ok, donc j'en viens sur le principe du terre-champ, donc il est vraiment équivalent
au chaud chanvre, hein, on mélange en fait notre terre brute à de l'eau et on vient la tamiser, donc en général à 2 mm pour enlever les particules grossières. Et on vient mélanger ensuite ce liant avec la HMBOT. Et on a différentes méthodes de mise en œuvre. Donc je l'ai pas mis ici, mais on peut faire des briques en préfabriqué. Mais je vous présente ici simplement deux techniques assez classiques. Du branchage où on vient mettre en œuvre manuellement le chaud-chanvre dans nos manches, ou du terre-chanvre, pardon, et du terre-chanvre projeté à droite, donc à l'aide d'une machine, donc directement sur les murs. Donc de la même façon que pour le chaud-chanvre, on peut avoir en fait les mêmes applications. On peut réaliser du neuf, donc remplir des ossatures bois ou venir doubler des murs. Et on peut utiliser le matériau en rénovation, donc en doublage de murs existants. Donc on va avoir une application directe du terre-chanvre hein, si on souhaite une épaisseur inférieure à 6 cm, 6-7 cm. Donc ça va dépendre aussi de la terre qu'on utilise. Et quand on veut aller au-delà, il va falloir, comme le chaud-chanvre, remplir des caissons. Donc un doublage, voilà, pour venir doubler notre mur. Et donc ensuite, donc ça c'est deux applications de murs, mais on peut donc de la même façon que pour le chaud-chanvre, encore une fois, faire des dalles ou des isolants à caractère donc correcteur qu'on va appeler correcteur thermique. Comment ça se passe concrètement sur le chantier sur la chaux, on l'a vu grâce à Xavier, on a des mélanges, donc des chaux qui sont validés. Dans le cas de la terre, nous là, on cherche vraiment à pouvoir utiliser n'importe quelle terre. Et en fait, on a donc aujourd'hui un savoir-faire réel de la part des artisans qui savent utiliser la technique ou ceux qui sont formés. Hein. Il y a des formations qui existent notamment à Ecopertica. Donc pour tester en fait la terre. Donc ce qui se passe, c'est que comme je vous l'ai dit, on mélange la terre avec l'eau, on vient la tamiser. On réalise un test manuel de cohésion. Donc là, ce test-là, aujourd'hui, les artisans, ils font ce qu'on appelle un test du gant. Donc ils trempent simplement leurs mains et ils sont capables de dire si la barbotine est valable ou pas, ou s'il faut la modifier. Ensuite, on prépare la surface. Donc il va falloir en général asperger un minimum de barbotine sur les murs quand on fait de la projection. Et on va venir ensuite projeter notre mélange et le rectifier pour obtenir une bonne planéité. Donc on a ensuite un séchage. Donc dans l'ensemble de ces techniques, on a en fait, je vous présenterai ensuite, des phénomènes rhéologiques. Donc en fait, on va venir en laboratoire étudier comment la Terre s'écoule. Donc en fait, on va transformer le test du gant en des tests qui nous permettent de quantifier justement le caractère collant des terres. Je vous parlerai de ça juste après. Donc la terre est, comme je vous l'ai dit, un matériau très variable en fonction de là où on le prend. Ce que je vous présente ici, c'est un petit test que j'ai réalisé où en fait j'ai collecté durant ma thèse une trentaine de terres, donc partout dans la Bretagne et la Normandie. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai placé ces terres au sol à différentes teneurs en eau. Donc on voit que pour chaque terre placée en horizontale, en verticale, j'augmente la quantité d'eau que je viens mettre dans ma terre. Donc de cette manière, en fait, j'ai pu observer rapidement et à l'œil la diversité de leur comportement en fonction de leur teneur en eau. Donc on voit qu'on a différents états, donc on peut voir en dessous, donc des tas, des cylindres, des bouts, des étalements, des ségrégations. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour chaque terre, il faut être capable justement d'estimer est-ce qu'elle est suffisamment collante, est-ce qu'elle est utilisable pour faire du terre-chanvre. Alors là, c'est un petit test qui est vraiment hors construction, qui nous permet simplement qui m'a permis de caractériser mes terres, mais c'est pas ces tests-là qui vont être utilisés sur le chantier. Ce test-là, c'était vraiment, donc là, c'est pour vous montrer la diversité des terres et la diversité de leur comportement. Et sur chantier, on va, comme je vous l'ai dit, avec les artisans aujourd'hui, avec leur savoir-faire, ce qu'ils font, c'est qu'ils trempent leurs mains. Et donc, voilà, je vous présente le test juste après. Donc voilà. Ils vont regarder en fait l'état de leurs mains. Donc là, il y a 3 exemples. Donc à gauche, on voit que par exemple la barbotine va être, le mélange de terre et d'eau va être trop collant. Donc on va ajouter un peu d'eau pour obtenir donc la deuxième main qui est considérée comme une barbotine convenable, valable.
Et dans le troisième cas, on a une marmottine qui n'a pas suffisamment de colle, de liant, donc voilà, qui est trop liquide. Donc là aujourd'hui, les savoir-faire des artisans permettent tout à fait d'avoir des mélanges terre-chanvre derrière qui sont fonctionnels et performants, que ce soit mécaniquement, thermiquement, acoustiquement. Ce qu'on cherche à faire à travers les études de laboratoire et dans les projets de recherche, c'est de venir non pas remplacer ce test, mais le compléter par des tests qui nous permettent de quantifier justement ce caractère collant. Donc c'est une mesure quantitative qui va nous permettre derrière de rassurer en fait les assureurs et d'aller vers des outils qui iront probablement peut-être dans des règles professionnelles à l'avenir et dont on parle déjà aujourd'hui dans ce qu'on appelle les guides de bonne pratique qui sont disponibles, les guides de bonne pratique sur les constructions de terre. Donc, dans le cadre de ma recherche, je vous présente ici là, 3 tests qui fonctionnent, qui sont simples, très très simples à réaliser sur le chantier. Donc, un test d'étalement, un test d'immersion où on vient immerger un cylindre et mesurer la quantité de barbotine qui reste dessus, et un test de cône où on vient faire couler la terre à l'intérieur du cône et pareil, mesurer ce qui reste dessus. Donc, 3 tests qui sont directement applicables sur chantier et qui nous permettent de quantifier vraiment voilà, le caractère collant de mes terres. De la même façon, pour le chanvre, on a une grande diversité de chanvre en France. Donc là, ce que je vous présente, c'est une petite carte qui représente à gauche les producteurs de chanvre appartenant à l'association Construire, Chanvrier en circuit court, dont Ecopertica situé en Basse-Normandie. Donc cette carte me permet de vous dire que dans le cadre de mes études, j'ai caractérisé 3 chaînes de vote différentes qu'on voit à droite, qui sont issues de 2 chanvres différents, et que j'ai pu comparer en fait mes données aux 19 chaînes de vote issues des chanvriers en circuit court, donc qui sont produites à travers la France. Donc on a pu montrer dans chaque cas que les 3 chanvres étaient représentatifs de la variabilité totale nationale. Donc avec ces 3 chambres et avec 6 terres que j'ai choisies parmi les terres que je vous ai présentées plus tôt, j'ai réalisé différentes associations et différentes formulations. Donc j'ai fait par exemple varier en jaune ici la quantité de sable pour une terre pour voir en fait comment la terre réagit en fonction de la qualité du liant en fait. Donc je diminue la quantité d'argile et je vois comment ça se passe. J'ai changé donc les types de chambres, comme je vous l'ai dit, j'ai différents types de chambres, 3 types de chambres différents. J'ai changé aussi les rapports de formulation, donc le rapport chambre sur terre, voilà, pour voir comment se comportait mon matériau. Et j'ai utilisé, donc en bas en gris, différents types de terres, donc 6 terres différentes en tout. Avec l'ensemble de ces terres et de ces chambres, avec les différentes formulations, j'ai bien sûr des caractéristiques qui varient derrière sur mon matériau, et notamment sa masse volumique, dont je vous ai parlé plus tôt. Donc, dans le cadre de l'étude, j'ai fait varier la masse volumique entre 200 et 400 kg par mètre cube. Donc, j'ai souhaité en fait rester dans des matériaux, dans une gamme de masse volumique, de matériaux qui restent isolants, performants thermiquement. Voilà, donc cette plage de masse volumique sur chantier, elle va dépendre de la technique de mise en œuvre, de la formulation qu'on utilise, des matériaux qu'on a trouvés sur place et de l'application qu'on souhaite faire, donc si c'est en mur, projeté, branché, etc. Ok, donc là je vous présente quelques données, quelques résultats issus de l'étude, donc les performances hygrothermiques du terre-chanvre. Et donc le terre-chanvre en lui-même va être capable de, comme je vous l'ai dit, capter l'humidité, donc là entre 4 et 6% de sa masse d'eau en fonction des conditions extérieures. Et donc c'est effectivement moins que la chaîne Volt seule, mais ça permet déjà de réguler en grande partie l'humidité relative à l'intérieur de nos bâtiments. Donc on est sur des valeurs qui sont totalement semblables aux chauds-chanvre et donc qui peuvent les dépasser en fonction des formulations et en fonction des matériaux constituants. Et qui vont être effectivement supérieurs aux laines minérales qui, d'une part, ne captent pas beaucoup d'humidité et qui, de plus, quand elles en captent, elles dégradent leur performance thermique. Et côté captage de chaleur, donc
capacité calorifique, on a un matériau qui est de la même façon tout à fait dans les mêmes ordres de grandeur que d'autres matériaux classiques, donc laine minérale ou chaîne seul. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder quelle masse de matériaux on vient mettre. Donc, plus on vient mettre de masse, plus notre matériau va être capable de capter de la chaleur. Et donc, effectivement, quand on met de la laine minérale, même s'il a une capacité calorifique proche du terre-chanvre, on n'en met pas beaucoup. On a une masse qui est très faible. Alors que quand on met du terre-chanvre, donc on est sur une masse volumique qui est beaucoup plus élevée, donc 50 kg mètre cube pour la minérale et plutôt entre 300 et 350 pour le terre-chanvre, on vient donc mettre beaucoup plus de masse et donc on va avoir une inertie de la paroi et donc être capable de à la fois déphaser les transferts de chaleur et capter la chaleur et la redistribuer quand c'est nécessaire. Je me permets encore une petite intervention par rapport au slide précédent. Justement, le terme de sorption est très important parce que la laine minérale, comme on voit, premièrement, n'a pas une très grande capacité de sorption, mais en plus, on voit très bien que tous nos freins vapeurs, même mis parfaitement, font toujours passer de l'humidité. Et comme ils ne sont pas capillaires, ils vont vraiment stocker l'humidité. Et donc, notamment, on sait très bien qu'un isolant, dès qu'il a l'humidité, perd de sa capacité thermique. Mais surtout, vu qu'il ne sera pas capillaire, il va la garder. Donc, du coup, on va vraiment avoir un matériau qui se dégrade en continu. C'est pour ça que c'est vraiment très, très important de maintenir la capillarité avec des matériaux qui sont capillaires et en plus qui sont hygrovariables, qui permettent d'avoir de l'humidité en eux et de la restituer dès que le temps le permet. Donc la diapo juste après. Donc là, je compare en fait justement ces performances en fonction donc en fonction de leur masse volumique et avec d'autres matériaux de construction, d'autres matériaux isolants. Donc à gauche, je vous présente donc la conductivité thermique de mon matériau. Donc j'ai placé en rouge ici. Donc j'ai deux points rouges, donc une gamme assez importante de, de conductivité thermique en fonction de la masse volumique. Et donc ce qu'on voit, c'est que la variabilité des résultats qu'on obtient, elle est en fait la même pour plein d'autres matériaux. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que la variabilité des matériaux constitutifs de mon terre-chanvre impacte en fait très peu les performances de mon isolant derrière. Donc ça veut dire qu'on sera toujours capable de construire un terre-chanvre performant thermiquement, peu importe les matériaux qu'on a sur place. Donc on peut toujours utiliser les matériaux locaux et obtenir un terre-chanvre performant en termes de thermique. Et il se passe la même chose pour la régulation du confort hydrique, de l'humidité dans le bâtiment, à droite, où cette fois-ci je regarde la résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Et donc cette fois-ci, quand on a une barrière très faible encore, on laisse passer la vapeur d'eau, comme on l'a dit, comme l'a rappelé François, c'est quelque chose de très important dans nos bâtiments et d'autant plus en rénovation. Et donc ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, peu importe la formulation que j'ai, je suis capable d'avoir un terre-chanvre qui est très performant sur ce côté-là et qui laisse passer l'humidité. Et donc on est dans des gammes de performance qui sont similaires à d'autres matériaux, donc notamment au chaud-chanvre et à d'autres matériaux classiques plus conventionnels. Donc sur les performances mécaniques, ce côté-là, cette fois-ci, c'est vrai que la question peut se poser quand on utilise de la terre et c'est normal. Ce que je peux vous présenter ici, c'est des résultats de caractérisation justement sur donc la résistance mécanique de ces matériaux. Et donc ce qu'on observe à gauche, c'est la rigidité, donc ce qu'on va appeler le module d'élasticité de mes échantillons, de mon matériau. Donc c'est comment mon matériau résiste en termes d'élasticité, est-ce qu'il est plus ou moins élastique ou est-ce qu'il est rigide. Et donc ce qu'on voit, c'est que pour mon terre-chanvre, j'ai une gamme assez variable qui peut être en dessous ou au-dessus des limites établies par construire en chanvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde les limites techniques, concrètement, les valeurs les plus basses que j'ai pu obtenir suffisent amplement à enduire
mon matériau et avoir quelque chose suffisamment rigide pour, voilà, pour être résistant. À droite, je regarde cette fois-ci la résistance mécanique, donc quand est-ce que mon matériau va rompre quand j'appuie dessus. Et donc là, on voit de la même façon que j'ai une variabilité de résultat qui est encore une fois en dessous ou au-dessus ou légèrement en dessous ou au-dessus des limites établies par construit en chambre. Et là, j'ai placé une limite technique. Donc c'est simplement un petit calcul où on regarde quelle résistance mécanique est nécessaire en bas d'un mur. Donc, par exemple, on prend un mur, je sais pas, de 3 à 4 mètres, et on regarde le poids appliqué de mon matériau en bas du mur, et donc on calcule ainsi la résistance qu'il a besoin d'avoir. Et donc techniquement, en fait, les résultats de Terre-Chanvre montrent que je suis toujours largement au-dessus de cette limite technique. Voilà, donc on a des performances qui sont largement suffisantes pour mes matériaux, peu importe d'où ils viennent, et donc on peut faire totalement confiance au savoir-faire des artisans pour produire un matériau, un Terre-Chanvre qui sera performant thermoélectriquement et mécaniquement. Voilà, donc on peut finir sur les voilà, comportements au feu. Donc là, il y a eu, donc dans le cadre du projet de recherche, une étude de fait sur différents terres-chanvres qui ont été envoyés dans des laboratoires indépendants, donc, dont a parlé précédemment Xavier, et donc qui ont fait des mesures certifiées COFRAC sur la résistance au feu des terres-chanvres, et donc le terre-chanvre a obtenu le meilleur classement possible, euh, voilà, à la réaction au feu, pour vous montrer que c'est un matériau qui se tient totalement le feu sans souci. On peut continuer. Et donc pour finir, je voulais vous présenter rapidement quelques exemples de chantiers. Donc c'est des exemples de chantiers d'Ecopertica, pardon. Donc là, on voit ici une isolation par l'extérieur d'un bâtiment classique, d'une maison individuelle. Donc c'est un terre-chanvre qui a été projeté donc, dans une charpente donc, qui a été créée en doublage du mur existant. Et donc sur ce chantier-là, on a utilisé en fait la terre du site, la terre locale, qui a donc été transformée sur place et mélangée sur place au champ pour projeter directement. Donc là, on voit le terre-chanvre brut, fini. Et donc on voit qu'il y a une réservation pour l'enduit de finition, donc qui pourra être réalisé en chaux ou en terre si il n'y a pas de pluie battante sur mon mur. Et donc il y a eu environ, il me semble, si je dis pas de bêtises, entre 20 et 25 cm de terre-chanvre projetée. Voilà, on peut finir sur le dernier exemple. Donc là, c'est une isolation cette fois-ci par l'intérieur, où on est venu réaliser du terre-chanvre banché. Donc encore une fois ici, on a utilisé la terre du site, mélangée avec du chanvre, et on est venu mettre en place manuellement le chanvre dans des branches qu'on monte, comme on le voit ici, au fur et à mesure. Donc là, ça se situe, c'est un chantier en fait qui est du côté d'Alençon, il me semble, donc qui est en ville en fait, et donc c'est intéressant de voir que on peut faire du terre-chanvre avec la terre locale, même dans des situations comme en ville. En fait, les habitants voulaient créer une petite mare dans leur terrain arrière, et donc ça a suffi, la terre a largement suffi à isoler en fait ici leur cuisine en terre-chanvre. Et donc ils ont eu par-dessus un enduit de finition à la terre. Voilà, donc j'ai fini pour ma présentation et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Et je remercie aussi François, donc l'ARP en général, et le Croix de m'avoir invité pour cette présentation.